Sud s'est offusqué d'un tweet de Donald Trump qui s'inquiétait des saisies de terres et de fermes sur son territoire, occasion pour Pretoria de défendre l'approche prudente et inclusive de sa réforme agraire. Au Ghana, l'ex-président John Mahama a annoncé sa candidature pour représenter son parti, le Congrès national démocratique, à la prochaine élection présidentielle en 2020. Il a fait cette annonce sur sa page Facebook. Et puis en exil au Qatar, Karim Wade a profité de la Tabaski pour s'attaquer au régime du président Macky Sall. Il a ouvertement critiqué le gouvernement sénégalais et réaffirmé sa candidature à la prochaine présidentielle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, le gouvernement s'est offusqué ce jeudi d'un tweet du président américain Donald Trump qui s'inquiétait des saisies de terres et de fermes dans le pays. Occasion pour Pretoria qui a demandé des clarifications à Washington de défendre l'approche prudente et inclusive de son projet controversé de réforme agraire. Reportage. Dans un de ses tweets quotidiens, le président américain a écrit mercredi soir qu'il avait chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de se pencher sur le dossier de la terre et des meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain a promptement réagi au tweet de Donald Trump. Pretoria, qui a demandé des clarifications à Washington, rejette totalement cette vision étroite qui, selon lui, ne vise qu'à diviser la nation et à lui rappeler son passé colonial. L'Afrique du Sud dit vouloir accélérer le rythme de la réforme d'une façon plutôt prudente et inclusive qui ne divise pas la nation. Aujourd'hui, la minorité blanche, qui représente 8% de la population d'Afrique du Sud, possède 112% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, qui représentent 80% de la population. Pour mettre fin à ces déséquilibres, Cyril Ramaphosa a notamment décidé d'exproprier des grands fermiers sans les dédommager. À l'approche des prochaines élections générales en 2019, le chef de l'État sud-africain a promis d'accélérer la réforme de la terre afin de réparer cette injustice historique commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid. Au Ghana, l'ex-président John Mahama a annoncé ce jeudi sa candidature pour représenter le Congrès national démocratique, parti d'opposition, à la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. Il a fait cette annonce sur sa page Facebook. Plus de précisions à travers cet élément. John Mahama a annoncé ce jeudi sur sa page Facebook avoir soumis une lettre au secrétaire général du Congrès national démocratique pour briguer la direction du parti à la prochaine élection présidentielle en 2020. L'ex-président ghanéen dit avoir le devoir envers Dieu et son pays de ramener son parti au pouvoir pour redresser les torts du passé et mettre fin au mécontentement actuel du peuple. Âgé de 59 ans, il a promis de porter le Ghana plus haut en modernisant la société et en dynamisant une économie délabrée. L'ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins 4 autres candidats aux primaires du parti prévues entre octobre et novembre prochain. John Mahama avait été élu président en 2012, mais n'a pas été reconduit à son poste en 2016 face à Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique. Il avait perdu l'élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption. Le Ghana, réputé pour sa bonne gouvernance, est l'une des économies les plus dynamiques en Afrique en 2018, alimentée par une augmentation de la production de pétrole et de gaz. En exil à Doha, au Qatar, Karim Wade a profité de la Tabaski pour s'attaquer au régime du président Macky Sall au Sénégal. Dans un message adressé au peuple sénégalais, il critique ouvertement le gouvernement et réaffirme sa candidature à la présidentielle de février prochain. Les détails. Depuis Doha, où il vit en exil, Karim Wade ne mâche pas ses mots. Dans ses vœux au peuple sénégalais, le candidat du Parti démocratique sénégalais PDS s'en prend directement au président Macky Sall, qu'il qualifie de beau parleur, ignorant et incompétent. Pour Karim Wade, cette fête religieuse de la Tabaski qui avait lieu ces 21 et 22 août se déroule dans un contexte de crise sans précédent qui augure des lendemains électoraux difficiles susceptibles de mettre en danger la stabilité du pays. Il dénonce une tentative de coup d'État électoral de la part du régime.
Un ultime message avant son retour au pays, affirme son entourage, qui explique que cette lettre au peuple sénégalais montre bien que Karim Wade est plus que jamais déterminé à être candidat à l'élection présidentielle, même si son inscription sur les listes électorales a été rejetée par les autorités. Il signe d'ailleurs pour la deuxième fois sa lettre en tant que candidat du peuple, une façon pour lui d'affirmer que sa candidature est légitime auprès des Sénégalais. Pour rappel, en mars 2015, Karim Wade a été condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende avant d'être gracié en juin 2016 par le président Macky Sall. Au Cameroun, les autorités ont interdit la tenue en septembre prochain d'une manifestation du Social Democratic Front, le principal parti d'opposition. Cette manifestation vise à dénoncer l'existence de bureaux de vote illégaux dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Mi-août, le Social Democratic Front, SDF, avait introduit auprès des autorités de Douala, la capitale économique du Cameroun, une demande de manifestation le 15 septembre pour dénoncer la mise en place de bureaux de vote dans des casernes militaires et chefferies traditionnelles en violation de la loi électorale. Le SDF, estimant que ces bureaux sont illégaux et que leur mise en place par Elekam, chargé d'organiser la présidentielle, est irresponsable et provocatrice, avait prévu une manifestation à Douala pour les dénoncer. Mais mercredi, le sous-préfet d'un arrondissement de Douala, où elle était prévue, l'a interdite. Le contexte actuel ne se prête pas à une manifestation de rue susceptible, en tout état de cause de porter atteinte à l'ordre public, a-t-il justifié. Une présidentielle aura lieu le 7 octobre au Cameroun, pays confronté à une crise sécuritaire sans précédent dans ces régions anglophones. 9 candidats seront en lice, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, qui brigue un 7e mandat consécutif. Depuis quelques semaines, le SDF se plaint de la création de bureaux de vote à la présidence, dans les casernes militaires ainsi que dans les chefferies traditionnelles. Si Elekam a contesté l'existence de bureaux de vote dans les chefferies traditionnelles et à la présidence, il a en revanche expliqué que la présence de lieux de vote dans les casernes n'était pas illégale. En bref, en Libye, le gouvernement d'union nationale refusera d'accueillir environ 170 migrants bloqués sur un navire italien après avoir quitté les côtes libyennes. Il s'agit là d'une déclaration du chef de la diplomatie libyenne qui intervient après des menaces répétées de Rome de renvoyer ces migrants en Libye. Le ministre libyen des Affaires étrangères, dans un communiqué publié mercredi soir, a indiqué que ce serait une mesure injuste et illégale. Il a également souligné que son pays accueillait déjà plus de 700 000 migrants, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Selon lui, les migrants secourus en Méditerranée doivent être rapatriés dans leur pays d'origine. En République démocratique du Congo, le bilan de la 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 61 morts. Il s'agit là de l'annonce faite ce jeudi par le ministère congolais de la Santé, qui a également annoncé l'utilisation de 4 nouvelles molécules dans le traitement de l'épidémie. Reportage. La Direction générale de lutte contre Ebola a enregistré un total de 61 morts, soit 34 décès parmi les cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 parmi les cas probables. Les autorités font également état d'un total de 103 cas en date du 22 août. Le ministère de la Santé a également indiqué que le comité éthique a approuvé l'utilisation de 4 molécules thérapeutiques expérimentales pour le traitement des personnes infectées par la maladie. Ces nouvelles molécules viennent s'ajouter à une 5e, le MAB 114, utilisée depuis le 11 août 2018 et qui a permis d'obtenir des résultats encourageants selon le ministère de la Santé. Outre le traitement, 2179 personnes ont été vaccinées dans la région de Béni. Les autorités sanitaires estiment à plus de 7000 la quantité de vaccins acheminés sur place. Le gouvernement congolais a tenu mercredi un conseil des ministres exclusivement consacré à l'épidémie. Le compte-rendu de cette réunion, dirigé par le président Joseph Kabila en personne, indique que le budget de la riposte s'élève à 43 millions de dollars.
Au Burkina Faso, un douanier a été tué dans la nuit de mardi à mercredi dans l'attaque d'un poste à Batié, dans le sud-ouest du pays. Les agresseurs qui ont réussi à prendre la fuite ont détruit le poste et incendié la moto de service des douaniers. La situation sécuritaire s'est dégradée au Burkina Faso depuis avril 2015 avec des attaques régulières contre des cibles civiles, paramilitaires et militaires. Les agresseurs qui sont arrivés dans la nuit ont ouvert le feu sur le poste de douane. Un douanier a été tué au cours des échanges de tirs. Selon les habitants joints sur place, les tirs nourris puis sporadiques ont été entendus pendant plusieurs heures au niveau du poste de douane. Un renfort de militaires venu de Gawa, à une 60aine de kilomètres de Batié, a permis de mettre en déroute les assaillants selon un officier. Les motocyclistes ont été brûlés, le poste saccagé et des armes emportées par les assaillants. Les populations qui n'avaient jamais vécu une telle situation ont limité leurs mouvements au lendemain de l'attaque. Dans un communiqué, le gouvernement annonce qu'une mission de ratissage est en cours et invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en appelant des numéros mis à leur disposition pour fournir toute information qui permettrait de retrouver les traces des présumés terroristes. C'est la deuxième attaque contre les forces de sécurité en moins d'une semaine au Burkina Faso. Vendredi dernier, 2 civils avaient trouvé la mort quand des individus armés avaient attaqué le véhicule d'une société minière escortée par une équipe de la police nationale dans une autre localité. Le Nigeria se prépare à organiser sa prochaine élection présidentielle, mais à 6 mois de l'échéance, des civils victimes de Boko Haram continuent chaque jour d'affluer dans des camps de déplacés situés dans le nord-est du pays. Des précisions à travers cet élément. Selon des milliers d'autres victimes de Boko Haram, cet ancien cultivateur qui espérait rentrer enfin chez lui après des années d'errance est passé d'un camp de déplacés à un autre. À l'approche des élections générales prévues en février 2019, le gouvernement nigérien et les autorités du Borno encouragent et facilitent le retour de ces déplacés. À Polka, le drapeau vert-blanc-bleu de l'APC, le parti au pouvoir, et des panneaux géants affichant les visages de ces candidats s'étalent à chaque coin de ruelle. Mais quoi qu'en dise la propagande officielle diffusée en boucle sur les radios locales ces derniers mois, à Polka comme ailleurs, l'espoir de retrouver sa vie d'avant reste largement illusoire. La situation a changé. Il y a un grand afflux de gens à Polka. À chaque fois qu'ils viennent, nous essayons de leur rendre service, de leur offrir des abris, des matelas, de la nourriture. Après le conflit, je n'ai pas pu cultiver parce que nous ne pouvions pas aller loin du village. Alors, nous étions assis à ne rien faire et nous avions faim. Maintenant, la couture nous tient occupés, nous permet d'apprendre. Cela nous permet de vendre et d'obtenir un revenu supplémentaire pour subvenir aux besoins de nos maris. Élu en 2015 sur la promesse de vaincre Boko Haram, le président Muhammadu Buhari, qui espère briguer en second mandat, a assuré récemment que le Nord-Est était en phase de stabilisation post-conflit. L'armée a certes affaibli les insurgés. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.